Bonjour à toutes et à tous. Il est clair que c'est toujours un plaisir d'intervenir à l'INSEP, avec un peu moins de mérite que notre collègue australienne, forcément, j'ai que quelques mètres à faire. Merci bien sûr à Giuseppe et à Gaël de m'avoir invité, je suis très flatté. C'est clair que ça permet un petit peu de pouvoir promouvoir les différentes actions que nous avons à l'Institut. Ils m'ont proposé un thème assez ambitieux en 23-24 minutes, à savoir les stratégies nutritionnelles appropriées finalement afin de promouvoir le gain de masse musculaire. En gros, je l'ai un petit peu déterminé comme ça. Et comme dirait Nicolas, je leur mets d'ores et déjà 2 points parce que c'est un thème qui est très porteur et à mon sens, il n'est pas juste connexe par rapport au gain de masse musculaire. Je vais vous donner un premier chiffre, 37 000. 37 000, ça vous évoque quoi ? C'est pas l'apport calorique des bodybuilders par jour. 37 000, c'est tout simplement ce que l'on fait nous en tant que chercheurs dans la phase initiatrice quand on cherche à joindre finalement des mots-clés entre eux. Sur notre site préférentiel qu'on appelle PubMed, j'ai pu recenser en moins de 300 millisecondes 37 000 publications dans les 25 dernières années couplant le mot protéine et résistance en exercice. Donc la tâche n'est pas simple, je vous rassure, je n'ai pas lu les 37 000 articles pour préparer cette présentation. En revanche, on approche de la fin du congrès. Je vous propose juste de trouver l'intrus parmi 4 photos que je vais vous présenter comme suit. La première, sans aucune offense à Jacques Duchâteau, bien sûr. Il existe une vache qu'on appelle la bleue de Belgique. Et vous constaterez par vous-même, on a quasiment l'impression qu'elle sort tout droit d'un programme de renforcement musculaire. Il n'en est absolument rien, rassurez-vous. Elle a juste un déficit fonctionnel en myostatine, un véritable inhibiteur du développement de la masse musculaire. C'est ainsi. J'appelle à vos bons souvenirs le cheval impressive également, qui avait quant à lui un déficit de son canal sodique, favorisant finalement le développement de masse musculaire. Et par une augmentation simple de la pénétration des acides aminés intracellulaires, il avait un petit peu cette allure-là. Enfin, de façon un peu plus connue encore, la fameuse souris transgénique ou mutante, qui avait une surexpression des facteurs de croissance, notamment IGF-1. Et peut-être un peu plus connu d'ores et déjà, un ancien culturiste devenu acteur, devenu gouverneur, redevenu acteur, qui lui, à mon sens, vous l'aurez deviné, est bien notre intrus du jour, puisque c'est le seul individu parmi les 4 à pouvoir coupler à la fois le renforcement musculaire et l'ingestion à outrance de protéines. La première question que je me suis posée finalement en essayant de faire un peu le tri, c'est existe-t-il un mythe des protéines ? Il y a tout d'abord une certaine croyance, elle ne date pas d'hier, d'avant-hier ou bien des années 80, elle date bien d'il y a des siècles. Et il est clair qu'actuellement est remis au goût du jour le régime dont vous avez entendu parler sans doute, le régime paléo ou paléolithique, où il s'agit finalement de se nourrir véritablement de ce que l'on peut chasser ou de ce que l'on peut cueillir, même s'il est vrai qu'à Paris c'est un petit peu compliqué. La tradition finalement olympienne nous indique aussi que l'un des plus grands lutteurs de tous les temps, qu'on a appelé Milon, ou encore Milon de Croton, avait l'habitude de manger 10 kg de viande et autant d'hydrates de carbone, donc de féculents, avant un combat. Et ça a fait perdurer un petit peu la légende olympienne par rapport à l'ingestion de protéines. Mais plus sérieusement, il vient en évidence le fait que l'augmentation du gain de masse musculaire est souvent reliée à l'augmentation véritable d'une performance et, qui plus est, dans des domaines de force ou de puissance. Encore une fois, lorsqu'on se prête un petit peu au jeu, cette fois-ci du sport business, j'attire également une certaine mise en garde, une certaine attention de votre part. En moins de 300 millisecondes encore, vous avez plus d'1 300 000 résultats sur Google cette fois-ci par rapport à l'ingestion de protéines et sport. Donc il y a vraiment un marché financier derrière tout ça, donc attention. L'exercice physique, en fonction de son intensité, en fonction de sa durée, induit d'ores et déjà un état de sidération immédiat de la synthèse des protéines, avec conjointement un accroissement des processus de dégradation. Voilà ce qui se passe à l'exercice physique. À la fin de l'exercice, nous avons une augmentation rapide et intense de cette synthèse des protéines, notée MPS, et va poursuivre à peu près pendant 3 heures une augmentation de sa dégradation pour ensuite redescendre progressivement après ces 3 heures. Ce qu'on appelle véritablement la balance azotée, faut savoir que ce turnover
est à peu près en pourcentage de 1 à 2% par jour. Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'équilibre instable du turnover des protéines. Cette balance azotée n'est que très rarement en équilibre durant la journée. Certains paramètres sont très indicateurs de la variation de cet équilibre instable, à savoir en faveur de la synthèse des protéines, l'exercice et la nutrition. Et dans un domaine plutôt de dégradation, on a l'inactivité, l'hypogravité, comme les cosmonautes, la restriction calorique, la sarcopénie, et j'attire aussi votre attention là-dessus, ça vous concerne sans doute, l'ingestion de l'alcool. Pour les puristes, je vais faire assez simple concernant la synthèse, l'éosinalisation de la synthèse des protéines. C'est pas le but, mais il faut malgré tout comprendre 2-3 clés indicatives en ce sens. Un exercice de type musculation induit une stimulation de certains mécanorécepteurs, qu'on appelle par exemple des intégrines, et bien sûr certains facteurs de croissance comme l'IGF-1, mais également l'insuline. À partir de ces 3 paramètres, on engendre une voie dite de facilitation en présence d'acides aminés essentiels d'une part, mais aussi d'un ramifié très très important que l'on verra par la suite, à savoir la leucine. On a ici une stimulation d'une protéine régulatrice clé, justement du métabolisme et de la synthèse des protéines, pour engendrer une voie de facilitation du développement de la masse musculaire. Qui dit facilitation, vous en doutez, dit voie d'inhibition. Cette voie d'inhibition prend deux voies synthétiques. La première, par la diminution de l'ATP ou l'augmentation de la MP kinase, on a une diminution ici de cette protéine de régulation, mais également, et là on le sait un petit peu moins, on le voit ici à l'INSEP de temps en temps, il nous faut communiquer sur les stocks en énergie, ou au moins la glycémie aussi que l'on a, avant de réaliser justement une séance de musculation et promouvoir un gain de masse musculaire. Donc les deux combinés font qu'il y a une inhibition de mTOR et donc une inhibition dans l'activation du développement de la masse musculaire. Trois principales recommandations pour l'ingestion des protéines à retenir aujourd'hui. Je vous propose la règle des 3 R, à savoir renouveler, réparer, récupérer. Alors ça marche aussi en anglais, on a de la chance. Mais comprenez qu'aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, je vais parler uniquement du renouvellement. Je vous propose de rendre compte un petit peu de ma présentation qui suit au travers la réponse à 6 questions. La première, c'est pourquoi finalement l'exercice en résistance stimule-t-il la synthèse des protéines? La deuxième question est en quoi l'ingestion simple de protéines affecte cette synthèse? L'interaction des deux, en existe-t-il et a-t-elle un pouvoir finalement synergique sur cette protéosynthèse? Bien sûr, et c'est ce qu'on attend un petit peu tous, c'est des remèdes miracles. Donc quel type de protéines pour optimiser? Quand la prendre? Et enfin, combien en prendre? Et je pense que si on fait le tour à peu près de ces 6 questions, il semblerait qu'on puisse répondre plus facilement à la demande qui a été faite. Donc la première question à laquelle je vous propose de répondre est finalement pourquoi un exercice de résistance va stimuler un petit peu la synthèse des protéines. Cette première étude de Dreyer en 2006 nous indique, après un exercice de 4 sessions de 8 x 12 répétitions, à 80% de 1 RM, que l'exercice, on l'a bien vu également dans l'introduction, diminuait finalement le flux de synthèse protéique. Vous allez revoir très régulièrement ici le FSR, donc comprenez un flux de synthèse protéique. Donc quand ça diminue, ça signifie que la synthèse des protéines diminue. Donc à l'exercice, on a bien cette diminution, cet état de sidération. 1 heure et 2 heures après, on a une véritable augmentation de la synthèse des protéines intracellulaires. Ici, il s'agissait des protéines mixtes, c'est-à-dire non contractiles et contractiles, comprenez myofibrillères et sarcoplasmiques. Quand on essaie d'aller un petit peu plus loin dans le timing, là, l'étude de Biolo en 1995 nous indique finalement ce qui se passe 3 heures après. Et 3 heures après, avec un séquençage un peu plus précis, puisqu'il nous parle cette fois-ci de balance azotée, de balance entre, bien sûr, les synthèses et les dégradations, il y a bien un doublement encore de la synthèse protéique 3 heures après. Et bien sûr, on l'a vu également dans l'introduction, il y a bien une augmentation 3 heures après de cette dégradation pour chuter par la suite. Retenez que la balance nette est moins négativée par un exercice de type exercice en résistance 3 heures après l'exercice en comparaison avec une situation de repos.
Point clé numéro 1 à retenir aujourd'hui, donc un exercice en résistance affecte la synthèse des protéines. Pour aller vers le point clé numéro 2, je vous propose cette étude du groupe de Stewart Phillips, donc l'Université de Hamilton au Canada, qui produisent, je pense, à peu près 2/3 dans les 10 dernières années des publications dans le domaine international. Donc c'est un groupe qui est très pointu et très porteur. L'une de ces étudiants, donc Bird, a pu montrer que 4 heures après 2 types d'exercices, un exercice réalisé à 30% mené jusqu'à l'épuisement ou à 90% mené jusqu'à l'épuisement, il n'y avait pas de différence significative entre la synthèse protéine relevée dans les 2 situations post-exercice. Que se passe-t-il 24 heures après? Et là, ça devient tout à fait intéressant, puisque l'effet de synthèse des protéines perdure 24 heures après uniquement dans la situation de 30% menée jusqu'à épuisement. Donc ça devient intéressant pour eux, puisqu'ils nous proposent finalement comme échappatoire de stimulation du gain de masse musculaire. Et on parlait hier bien sûr de la prévention des blessures, mais on se dit aussi que de temps en temps ça peut éviter d'aller chercher des charges trop lourdes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça stimule bien ici à 24 heures la synthèse des protéines. Une étude du même groupe, donc un petit peu plus récente, s'est intéressée quant à elle à un effet plus chronique, puisqu'il s'agissait de 9 semaines d'entraînement à raison de 2 fois par semaine, travail excentrique versus travail concentrique. Les auteurs n'ont relevé au bout de 9 semaines aucune différence significative entre finalement les situations où l'on travaillait en excentrique, sur la synthèse des protéines. Bien sûr, c'était accru par rapport à une situation contrôle de référence sans musculation. Par ailleurs, aucune différence entre les deux. Le point clé numéro 2, c'est que l'entraînement en résistance, cette fois-ci, et non pas seulement l'exercice, affecte également la synthèse des protéines. Qu'en est-il maintenant de l'ingestion de protéines simples, vous le comprenez ici, sans exercice? Donc cette étude de Fujita propose une mixture à ingérer d'acides aminés essentiels enrichis en leucine, donc à 35%, avec 8 grammes de glucose. Et ils ont pu montrer qu'au bout d'une heure, il y avait un doublement de la synthèse des protéines uniquement par le simple ingestion d'acides aminés bien spécifiques, essentiels enrichis en leucine. Il nous propose également différentes données dans cet article, notamment une activation, comme je le dis tout à l'heure en introduction, de cette fameuse protéine de régulation, à savoir mTOR. Et l'ensemble fait qu'il y a donc une augmentation de la synthèse des protéines simples avec une ingestion d'acides aminés essentiels. Des auteurs de façon un peu plus récente, donc dans Medicine Science, paru en 2013, ont tenté finalement d'ajouter encore plus d'hydrates de carbone, rajouter de l'alanine à des acides aminés essentiels, en comparaison avec un soluté simple d'acides aminés essentiels, et de voir s'il y avait une modification ou un accroissement de cette synthèse en protéines. Ce ne fut pas le cas, ils n'ont pas montré finalement, bien qu'il y ait un pic ici, ils n'ont pas montré de différence significative entre les 3 situations. Ils en ont conclu finalement que ça pouvait être très intéressant dans le cas de régimes un petit peu hypocaloriques, de pouvoir cibler la qualité des acides aminés essentiels pour le développement de masse musculaire. Il n'y avait aucune contrariété dans ce développement de masse musculaire si, et seulement si, ces acides aminés essentiels étaient véritablement proposés. Point clé numéro 3, donc oui, ingérer des protéines affecte également la synthèse des protéines. Maintenant, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'interaction qu'il peut y avoir entre les deux. Donc l'interaction, Bird encore elle, nous dit qu'un simple exercice en résistance propose jusqu'à 48 heures une augmentation de la synthèse des protéines. Mais elle nous dit aussi que lorsqu'on ajoute à des points stratégiques en termes de timing, au repos 3 heures, 24 heures et 48 heures après, des ingestions spécifiques de protéines, alors là, il y a un effet très additif de l'interaction finalement entre les protéines ingérées et l'exercice réalisé. Naomi Cermak, donc de l'université de Maastricht, en 2012, nous fait une méta-analyse très sympathique sur l'effet de l'entraînement par rapport à l'ingestion des protéines et le gain qu'il peut y avoir en force maximale. Elle nous décrit tout simplement dans cette étude que lorsque des athlètes entraînés ou non entraînés prennent des protéines associées à un exercice en résistance, alors
de façon exclusive, avec une taille de l'effet relativement importante, sont capables de développer une force maximale plus importante. Point clé numéro 4, il y a bien un bénéfice, un effet synergique entre l'ingestion de protéines et la réalisation d'un exercice en résistance pour favoriser cette synthèse des protéines. Quelle protéine, finalement, est considérée comme la meilleure ? Il a fallu que je réduise en une seule diapositive pour vous répondre à cette question, et Dieu sait que la littérature foisonne de ce type de résultats et de comparaisons entre différentes protéines, notamment des protéines de lait. Dans cette étude, de 4 fois 12 répétitions à 75% de 1 RM, les auteurs, toujours les mêmes, donc au niveau du Canada, ont pu comparer l'ingestion finalement en post-exercice, ce qu'on appelle de whey protein, des protéines solubles, donc, dont le lait est constitué à peu près de 20%, de la caséine, qu'on appelle plutôt des protéines lentes, donc dont le lait est constitué dans les autres 80%, et comparaison avec du lait de soja. Ils se sont aperçus de quoi ? Ils se sont aperçus qu'en fonction de la digestibilité et de son absorption, en fait, les acides aminés avaient un impact direct sur la synthèse des protéines. Les protéines qu'on appelle plutôt rapides, solubles, ici la whey, proposent directement et inévitablement une augmentation significative de la synthèse des protéines. Ce n'est pas le cas du tout quand on prend des protéines plutôt typées lentes, comme dans le cas des hydrates de carbone. Et quand on s'intéresse au soja, où on est plutôt dans une typologie un peu intermédiaire, qui contient également de la leucine, dans des moindres proportions que les protéines de petit lait ou les protéines solubles, on a également une stimulation ici donc de la synthèse des protéines, avec seulement 10 grammes d'acides aminés essentiels dans chaque. En situation plus chronique, donc on appelle plutôt l'entraînement, à raison de 5 entraînements par semaine pendant 12 semaines, ces auteurs se sont intéressés à comparer l'influence de l'exercice et bien évidemment l'influence de l'exercice avec une ingestion de lait de soja ou de lait, on va dire de lait entier cette fois-ci. La comparaison nous montre déjà que la situation contrôle fait que l'exercice en résistance induit une augmentation. Ici, c'était de la surface de section des fibres de type 2, mais il y a également des données sur l'augmentation de la synthèse des protéines en chronique. Donc le lait de soja également participe à cette augmentation de la synthèse des protéines, mais de façon non surprenante, le lait simplement augmente encore davantage cette surface de section des fibres de type 2, mais aussi de la synthèse des protéines, par une simple injection de 500 ml, donc à peu près 16 grammes de protéines de lait, ingérées en post-exercice dans l'heure qui suit. Point clé numéro 5, donc, la whey protéine est considérée comme le gold standard pour la synthèse des protéines. 5e et avant-dernière question, quand donc ingérer ces protéines, donc là on va parler un petit peu du timing, je vais être assez schématique également. Cette étude Princeps qui a une dizaine d'années nous montre l'importance de la précocité finalement de la prise alimentaire constituée de protéines en post-exercice. Donc ils ont comparé une situation où ces protéines étaient prises quasiment dans l'heure et une situation où ces protéines étaient prises un peu plus tard, à savoir 3 heures après. Ils en ont fait les résultats suivants. Il y a bien une augmentation globale des protéines et en termes de synthèse plus importante lorsque, ici, une prise alimentaire enrichie en acides aminés est proposée au préalable en post-exercice, comparée à une situation plus tardive. Donc, le point clé numéro 6 que je vous propose est que la phase assez précoce de prise alimentaire, donc en termes de timing, de protéines, est très importante en post-exercice. Dans cette méta-analyse assez récente, il y a 2 points essentiels qu'on a pu soulever. Le premier, c'est que c'est véritablement la haute valeur biologique, la haute qualité des acides aminés qui est très importante pour promouvoir justement cette synthèse des protéines associées à l'exercice. Ça, c'est la première chose qui est décrite ici. Et quand on a une haute qualité énergétique en termes de protéines, alors on a également une association avec une augmentation de la force maximale.
La petite remise en question qui est faite dans cette méta-analyse, c'est sur ce qu'ils ont appelé la fenêtre anabolique, un petit peu d'opportunité ou propice finalement à la consommation des protéines, où ils nous en déduisent qu'on n'est plus tellement finalement sur cibler une ingestion des protéines immédiatement ou dans la première heure qui suit l'exercice, mais qu'il n'y a pas autant d'urgence que ça, et que si on peut aller jusqu'à 3 heures, ça pose quand même pas trop de soucis. Le petit bémol qu'on mettra à tout ça, c'est qu'il n'est pas fait état finalement de la consistance et de la modalité de tous les exercices en résistance qui sont proposés. Donc on pourrait aller encore un peu plus loin pour spécifier ce résultat. Donc le point clé numéro 7 que je vous propose est que les acides aminés en constitution adéquate, donc en haute qualité, semblent être quand même le facteur clé pour cette synthèse protéique. Cette diapositive est intéressante concernant le sommeil cette fois-ci, puisqu'ils nous ont permis de montrer que lorsqu'un exercice était fait tardivement le soir, c'était 8 x 8 répétitions à 75% de 1 RM. Donc à 20h, à 21h, il y avait un repas normal, enrichi en protéines à 20 grammes de protéines. Et 2 heures après, donc juste avant d'aller se coucher, il y avait également une ingestion de 20 grammes de protéines. Et ils se sont intéressés à ce qui se passait pendant la nuit, avec tout un tas de prélèvements en continu, mais également après 7 heures fixes de sommeil. Ils sont aperçus, comprenez ici, qu'avec cette stratégie bien spécifique de prise alimentaire, mais tout simplement de lait, il y avait une augmentation de la synthèse des protéines lorsque la biopsie était faite le lendemain matin, uniquement avec le fait d'ingérer 2 fois 20 grammes de protéines, dont 20 grammes avant la nuit. Donc l'ingestion des protéines avant le sommeil semble également avoir un intérêt majeur dans l'augmentation globale de la synthèse des protéines. Enfin, combien ? Alors c'est toujours une question qu'on nous pose régulièrement. Vous savez très bien qu'on voit même encore très souvent, et pas spécialement à l'INSEP, concernant les boissons énergétiques, où plus on en met, plus on croit qu'on va prendre d'énergie et qu'on va avoir d'énergie. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est plus on prend de protéines et plus on pense qu'on va gagner en masse musculaire. Il n'en est rien, bien évidemment, vous doutez un petit peu de la réponse, puisque cette étude, certes, assez récente, mais qui n'a pas promu d'autres recherches dans ce domaine actuellement, à savoir l'existence d'un plateau pour maximiser, optimiser la synthèse des protéines en termes d'ingestion. Ça signifie qu'aux alentours de 20 grammes, on peut monter jusqu'à 25 grammes, donc on a l'habitude de dire entre 20 et 25 grammes, on a finalement un stimulus adéquat en termes d'ingestion de protéines pour stimuler la synthèse des protéines au regard d'une activité qui vient de se dérouler. Donc ici, l'existence d'un plateau est essentielle. Cette étude de Tarnopolsky, je me devais de vous la présenter puisque c'est celle-ci qui maintenant fait toujours foi depuis tant d'années sur les apports journaliers finalement recommandés pour les athlètes de haut niveau en termes de protéines et d'ingestion. Donc ils ont déterminé à partir de cette étude qu'une surconsommation de protéines à 2,4 prise régulièrement durant un programme de musculation n'engendrait pas de modification de synthèse des protéines en comparaison avec des situations de 1,4. Et il est statué actuellement de 1,46 comme étant les apports nutritionnels conseillés pour les sportifs de haut niveau. Par ailleurs, 0,9 pour ces sportifs ne semble pas être suffisant pour stimuler la synthèse des protéines. Point clé numéro 9, donc la dose de 20 grammes semble être relativement optimale, on peut monter jusqu'à 25, pour promouvoir le pic de masse musculaire. Enfin, il est important de bien comprendre aussi cette étude, les 20 grammes certes, mais est-ce qu'il faut en prendre plusieurs fois et comment il faudrait éventuellement les prendre. Donc cette étude du groupe de John Hawley et de Louis Burke en Australie, on peut nous montrer les résultats suivants. Il y avait 80 grammes qui étaient ingérés en 10 fois, en 4 fois ou en 2 fois, en fonction d'un différent timing. Et les résultats montrent que à la fois le stimulus de 20 grammes est très important, c'est un stimulus anabolique, forcément, mais il est surtout important parce qu'il permet ici de promouvoir un gain de masse musculaire des protéines contractiles plus important. Donc la situation dite intermédiaire est la situation qui autorise à un plus grand développement de masse musculaire et un plus grand accroissement finalement de cette masse. Donc dernier point clé, donc la distribution des 20 grammes de protéines est importante pour promouvoir ce pic de masse musculaire.
Voilà, maintenant on va résumer un petit peu tous les points, puisqu'il y en a eu quand même pas mal. Donc, tout d'abord, un exercice en résistance, on l'a vu, donc induit de larges bénéfices dans la synthèse des protéines, bien sûr musculaires. L'ingestion simple de protéines permet également d'augmenter naturellement, sans exercice, cette protéosynthèse. Il y a de larges bénéfices à attendre d'un couplage entre les deux. Couplage entre un exercice en résistance et, bien sûr, une ingestion appropriée en termes de protéines. La protéine de petit lait est considérée comme la plus efficace dans le domaine de cette synthèse. Les protéines doivent être de façon assez pratique ingérées en post-exercice. Je ne vais pas parler de ce qui se passait pendant, de ce qui se passait avant. La fameuse opportunité en termes de fenêtre anabolique nous invite à penser que c'est peut-être pas seulement de prendre des protéines tout de suite après l'exercice, mais qu'on a un petit peu de temps pour en prendre, eu égard à la dernière méta-analyse proposée. Les protéines avant le sommeil proposent également une augmentation de la balance nette le lendemain matin en termes de protéines. 20-25 grammes ingérés autorise un plateau de cette synthèse des protéines et il n'est nullement question d'en prendre davantage. Pas d'évidence sur une surconsommation à plus de 2,5 g par kilo de poids de corps et par jour concernant une augmentation probable de synthèse de protéines. Voilà, maintenant, dernière diapositive, quelques messages à remporter à la maison. Tout d'abord, il est clair que le message qu'on souhaite faire passer, c'est que la haute qualité de la protéine ou des acides aminés semble essentielle, on va dire à peu près pendant la première heure, comme le lait, on l'a vu, et Dieu sait qu'il y a des études sur le lait, avec au moins 20 grammes de protéines associées. Alors, je vous mets à côté, ça demande malgré tout à être un petit peu individualisé. À ce jour, on n'a pas encore d'études, on souhaite aller là-dessus très rapidement à l'INSEP, à savoir individualiser le grammage des protéines en fonction du poids de corps. Donc, aucune étude à ce jour nous permet de répondre à cette question. Donc, bien sûr, manger suffisamment de haute qualité, cette fois-ci à chaque repas. Il est hors de question de prendre des suppléments. Bien les distribuer, ça c'est très important. Beaucoup d'études insistent là-dessus. C'est pas prendre des grammages inadéquats, à savoir 10 grammes le matin et 65 le soir. Il est clair que 3 fois 25-30 à chaque repas quasiment est essentiel dans le cadre d'un développement de masse musculaire. Et avec des acides aminés essentiels qui correspondent à peu près à 40% de la part totale. Il y a un intérêt à s'intéresser pour chaque individu au grammage par jour, en sachant que inférieur à 2,5 g apporté au moins par les 2/3 par l'alimentation normale semble évident. Évitons les surconsommations de poudre. Concernant l'ajout d'hydrates de carbone associés donc, aux protéines, je ne vous l'ai pas présenté ici, mais il n'y a pas de vraie valeur ajoutée pour augmenter la synthèse. Par contre, il y a une vraie valeur ajoutée pour diminuer un petit peu la dégradation. Bien sûr, par la présence d'insuline. Il est maintenant important de s'intéresser aux facteurs nutritionnels globaux, et on insiste beaucoup ici, nous, à l'INSEP, pour maximiser un petit peu ce développement de masse musculaire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait de façon anarchique. Il est très important de pouvoir globaliser ça dans un plan alimentaire global. Enfin, ne pas oublier que les protéines ont également un effet très intéressant dans le domaine de la récupération et de la réplétion dans les stocks en glycogène, dans un ratio qui va de 3:1 à 4:1. Donc les protéines ont bien un petit peu leur effet également en récupération. Voilà, il me reste à remercier tout le monde de votre attention, y compris les organisateurs. Merci. Merci. Merci Christophe. La présentation est ouverte aux questions. Christophe, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'aurais une question, c'est peut-être un point 11. Moi, pendant mes cours de master, j'en étais resté à manger normalement, ayez les apports nutritionnels journaliers et tout se passera bien. On voit au fur et à mesure des études que tu présentes qu'il y a des preuves scientifiques comme quoi, finalement, modifier la manière de s'alimenter, puisqu'il s'agit bien de ça, permet d'augmenter la masse musculaire. Et donc, j'aurais une question d'ordre plus macro. Que pensent les spécialistes en termes d'organisation et peut-être à quelles questions, quels problèmes on peut se heurter lorsqu'on souhaite justement peut-être modifier les habitudes alimentaires, que ce soit en termes de timing ou de contenu. Je te remercie encore une nouvelle fois.
Merci Gaël de cette belle question. Non, pas de problème outre mesure. Ce qu'il faut, c'est peut-être comprendre, peut-être prendre l'image qu'on a également de la récupération peut répondre très facilement à ta question. Ça signifie que il est clair que même si l'on fait un exercice, par exemple de force très régulièrement dans l'année, qu'on est athlète de haut niveau, qu'on s'entraîne 2 fois par jour, il est sans doute pas important de monter à 2,5 g tous les jours pendant 1 an. Ce qui est très important, et j'imagine que François en parlera tout à l'heure aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir des stimuli bien spécifiques. Dans des périodes propices d'augmentation de la charge, par exemple si une séance de musculation à développement de masse musculaire propose, je ne sais pas, 2 entraînements de musculation par jour au lieu de 1, il est important dans ce cadre-là de bien évidemment, eu égard à la balance azotée, il est bien évident qu'il faut essayer de l'équilibrer au maximum. Le seul moyen d'équilibrer, c'est que l'input étant une modification des énergies, il faut bien en output proposer quelque chose pour contrecarrer un petit peu cette chute de balance. Il est clair également qu'indépendamment de la synthèse, je pense qu'il est très important, c'est, on l'a vu un peu hier aussi avec Nicolas et puis avec toi Gaël, c'est l'importance que ça peut avoir sur les processus de dégradation cellulaire. Et ça, c'est très important. C'est qu'à un moment donné, le recouvrement à un état basal intracellulaire est super important et ça peut booster véritablement un petit peu le recouvrement à une situation qui est un petit peu catastrophique. Donc, et qui serait à mon avis dommageable si on continue derrière à promouvoir un petit peu une activité intense sans se soucier véritablement de la nutrition. Donc oui, c'est connexe, mais c'est véritablement intégré, à mon sens, dans un programme de renforcement musculaire. Là où il faut vraiment attirer l'attention, c'est sur les différents ratios, et je vois un petit peu où tu veux en venir. C'est vrai qu'on a souhaité, nous, à l'INSEP, un petit peu donner de l'information sur les différents ratios qu'il pouvait y avoir, à savoir qu'au moins 2/3 de l'alimentation, quand vous êtes sur une augmentation de cette prise protéique, au moins 2/3 doit malgré tout être couverte par l'alimentation normale. Et ça, c'est essentiel. Et que dans la majorité des cas, si je dis 80%, je pense que je ne me trompe pas trop, on peut très bien couvrir les besoins par une alimentation normale. Après, il y a des stratégies en termes de timing à avoir. Et c'est pour ça qu'on a souhaité intégrer beaucoup les protéines de lait ici dans l'Institut. D'autres questions? Peut-être 2 en faisant la stratégie. Question courte, réponse courte. Daniel Dinu de l'INSEP, merci Christophe pour ta présentation. En fait, moi c'est très court. Tu nous as montré un programme nutritionnel très complexe. Je voudrais savoir quelle est la difficulté de la mise en place d'un tel programme et de le faire respecter en fait. Voilà, merci. Je crois que la difficulté, tu l'as bien souligné, puisque ça fait finalement très peu de temps qu'on tente d'avoir des actions un peu ciblées dans le domaine. La difficulté est d'avoir suffisamment de personnes pour relayer l'information, à la fois dans les pôles, auprès des entraîneurs et auprès des athlètes. Donc les intéresser et puis finalement leur donner les bons outils, quoi. C'est qu'à un moment donné, si tu dis à des athlètes, oui, il faut prendre un enrichissement en leucine, ça ne peut pas lui parler tout de suite. Par contre, si tu lui dis, en prenant ce type de laitage, et en plus on en a ici à l'INSEP, essaye de voir les différences quand tu fais des séances de musculation bien spécifiques. Donc ça veut dire qu'effectivement, il doit y avoir un boost véritable en termes de connaissances, en termes de promouvoir un petit peu la pédagogie nutritionnelle pour l'ensemble des athlètes, pour qu'ils puissent être intéressés par un programme comme celui-ci. Je ne pense pas finalement, si on répond très facilement à ces 6 questions, je ne pense pas que ce soit si complexe que ça. Encore une? Non? Bon, je vais en prendre une petite alors. En fait, on a quand même, on observe dans la pratique, c'est pas mon domaine, mais qu'il y a des réponses interindividuelles très différentes. Il y a des gens qui répondent très bien à l'augmentation de masse musculaire et d'autres un peu moins. Est-ce que tu penses que justement, ces notions un peu historiques, elles sont liées en partie par des variations justement dans ces stratégies nutritionnelles qui ne sont pas toutes optimales, ou bien quand on a aussi des stratégies nutritionnelles optimales de ce type-là, on observera toujours quand même une grande partie de gens dits un peu moins répondeurs que d'autres à cette prise de masse? Oui, tu as raison, parce qu'il y a pas mal de travaux justement qui montrent l'importance de la leucine sur la stimulation de mTOR, mais eu égard à différentes populations ou différentes personnes.
Donc la réponse est d'ores et déjà oui, si on s'intéresse uniquement à cette voie de facilitation. Pour rendre plus homogène le fait de quelle incidence d'une prise de protéines ciblée sur l'augmentation de la masse musculaire, plus on aura le même discours et plus on pourra recentrer et homogénéiser un petit peu l'ensemble des développements de masse musculaire. La grande hétérogénéité vient du fait qu'effectivement, il n'y a pas un discours qui soit véritablement commun à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.